ce que je vous propose, évidemment, c'est vraiment de vous présenter ma réflexion sur l'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de moi pour que vous sachiez de quelle posture je parle. Je crois que c'est important de le savoir. Alors, moi, je me suis toujours intéressée à l'éthique. Je suis professeure titulaire au département des relations industrielles et j'ai énormément travaillé sur je dirais la formalisation de l'éthique dans les pratiques et dans les structures organisationnelles. Donc, je me suis aussi investie à l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, un institut qui a été créé en 2004. Et au sein de cet institut, on est un collectif de chercheurs multidisciplinaires qui réfléchissons à la place de l'éthique au sein des différentes disciplines, par exemple, au sein de la société. Donc, c'est avec eux, je dois vous avouer que j'ai beaucoup cheminé, beaucoup appris, parce que justement, cette collaboration interdisciplinaire est le propre de cet institut et aucune discipline n'avait la prétention d'être supérieure à une autre. On aurait pu penser, par exemple, parce que l'institut a été fondé par la faculté de philosophie, que la philosophie avait réponse à tout, mais ce qui a été très stimulant dans cette coopération et collaboration scientifique, ça a été de mettre sur table l'éthique et de regarder comment elle se déploie dans différents milieux. Donc, il est évident que ma réflexion va être teintée de ce passage à l'Institut d'éthique appliquée. Je suis encore membre, je dirige l'Institut, je termine mon mandat cette année. Et évidemment, je suis aussi influencée par les travaux qui sont faits au sein de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA. Il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à l'éthique et là encore, je retrouve une caractéristique propre de l'Institut d'éthique appliquée, c'est-à-dire que le travail interdisciplinaire est une composante majeure de cet observatoire et on voit bien que la réflexion s'enrichit de toutes les disciplines. Donc, je vais avoir cette teinte-là, cette couleur-là, si j'ose m'exprimer ici, pour vous parler de l'éthique. Et je vous soumets cette réflexion. Peut-être que ça va créer des désaccords parce qu'on parle beaucoup de l'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Puis au tout début, j'ai vu ça comme un train passé en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on en parle? Ça m'a énormément interrogée. Donc, je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je suis restée avec une méthode très classique pour vous tenir un propos que je vais suivre pour pas m'emballer parce que parfois je suis passionnée par ce sujet-là. Alors je peux prendre une petite parenthèse et vous amener ailleurs. Donc j'ai proposé le titre suivant: quelle est la place de l'éthique dans la mise au monde d'un nouveau social algorithmique? Lorsque nous avons proposé ce titre dans le cadre de cette conférence, nous sommes interrogés en tout premier lieu sur la voie du citoyen et citoyenne dans la transformation de ce nouveau monde algorithmique. À savoir, a-t-il un mot à dire, un droit de parole pour s'exprimer sur ces transformations qui prennent forme? À vrai dire, pas vraiment. Plusieurs questions ont découlé de cette préoccupation. Quelle est la place de l'éthique et quel est son rôle dans la prise en compte réelle de ce nouveau social algorithmique? Sommes-nous en train d'optimiser un mode de vie existant ou d'en forger un entièrement nouveau? Sommes-nous partie prenante de ce virage? Assistons-nous à une normativité technique en tant qu'expression de valeurs sociales? Et avons-nous réellement besoin de certains développements technologiques? Et si oui, au nom de quelles valeurs et en fonction de quels critères? Donc, quand j'ai vu arriver cette importance de l'éthique dans le débat de l'intelligence artificielle, je dois vous avouer que ces questions ont toujours été en trame de fond de ma réflexion. Je ne prétends pas aujourd'hui vous donner
toutes les réponses à ces questions. Je suis sûre que dans la partie qu'on va avoir d'échange à la fin de ma présentation, certains d'entre vous vont sûrement nous apporter des éléments de réponse. Pour moi, les questions que je vous ai soumises pour commencer mon propos sont des questionnements qui demeurent en chantier. Puis le mot chantier va bien avec l'éthique, parce que l'éthique, c'est une réflexion en chantier, si je voudrais m'exprimer le plus clair possible sur ce besoin-là. Toutefois, ce questionnement en chantier peine à trouver des éléments de réponse, car peu discuté dans la sphère publique. Je constate que l'accent est surtout mis sur ce que nous pouvons faire au plan technique, plutôt que ce que nous devrions faire sur le plan éthique. Et la nuance est quand même assez importante. Un peu comme un trekking qui s'annonce plein de défis, la route de l'éthique est surtout pavée de solutions techniques qui ne répondent pas toujours adéquatement aux tests du réel et qui n'est pas toujours compris ni adopté par ceux et celles qui y sont confrontés. Mon intention première par cette présentation est surtout a pour objectif, d'aborder quelques éléments visant à clarifier le concept de l'éthique utilisé dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et sur cette route de trekking auquel je vous convie, j'aborderai deux grands défis. Quand on fait un trekking, on a toujours des défis qui se présentent à nous, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit, je vais ressortir au moins deux défis qui m'apparaissent très importants et qui me créent sincèrement un inconfort. Bien sûr, il y en a plusieurs autres défis à ceux que je vais vous présenter, mais j'aimerais m'attarder à ces deux aspects car ils déterminent le chemin éthique que l'on souhaite donner au développement technologique. Et avant d'aborder ces beaux malaises, pour reprendre un titre connu ici au Québec, une petite précision s'impose. Nous reconnaissons qu'une prise de conscience mondiale a été initiée pour mettre en évidence les enjeux éthiques, juridiques et sociétaux du déploiement non contrôlé de l'intelligence artificielle. Cela a donné lieu à des premiers documents éthiques qui ont su rassembler plusieurs acteurs, dont certains ont pu bénéficier d'une place grâce à un lobby stratégique. Plusieurs organisations nationales et internationales ont ainsi initié une réflexion sur les principes éthiques qui pouvaient encadrer l'intelligence artificielle et en orienter son développement. On note actuellement, je sais qu'il y a un chercheur chinois qui recense tous les cadres, les déclarations, les chartes éthiques sur son site web, plus de 200 lignes directrices, codes cadres ou autres standards éthiques qui ont été adoptés par différentes parties prenantes, que ce soit dans les parties prenantes, on retrouvait des gouvernements, la société civile et bien sûr les entreprises. L'intention ici au départ visait à prévenir un développement anarchique, contraire aux intérêts de la société. Toutefois, force est de constater que ces documents sont de portée inégale et sont parfois difficilement applicables. Certains ne sont que des vitrines marketing. Ce qui nous amène à notre premier défi. On ne s'entend pas sur ce qu'est l'éthique et on lui prête un habit qui ne lui convient pas toujours. Pour moi, l'importance des lexiques et de ce qui est véhiculé comme représentation sociale dans l'usage des mots s'avère capitale pour la suite des choses. Exerce-t-on une véritable réflexion éthique pour accompagner les transformations technologiques ou pour réfléchir à l'instauration d'un nouveau système d'intelligence artificielle? À notre avis, non. Il y a une confusion à l'égard du concept même de ce qu'est l'éthique et cela contribue à une représentation sociale fausse. L'éthique, pour moi, est une réflexion en amont de l'action qui a l'ambition de distinguer ce qui est juste de faire selon les finalités visées en vue d'améliorer un vivre ensemble. C'est une démarche, une réflexion, une délibération qui soulève des questions sur les principes, les valeurs, qui demandent à être priorisées selon la situation soulevée. Canto Sperber, une philosophe française que j'apprécie bien, dit que la réflexion éthique est un travail d'analyse normative, une recherche des meilleures raisons, selon des méthodes et avec des arguments bien éprouvés.
Oui, en éthique, on a une rigueur dans la démarche pour trouver la meilleure décision à prendre. Sans un travail de réflexion, il n'y a pas d'éthique qui vaille, car pour bien agir, il faut d'abord bien penser. L'éthique interroge le comment on doit agir, ce qui suppose une réflexion, une mise à distance critique, de façon acceptable et responsable, d'où l'importance de bien s'entendre sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, en vue d'être en capacité de répondre de ses actes et de rendre compte. À un moment donné, selon un événement, une situation, dans un contexte donné. Le contexte en éthique est très important, car il enrichit la réflexion éthique et c'est vu comme étant une dynamique non figée qui s'inscrit dans un récit, dans une trajectoire de vie. Actuellement, les conditions intellectuelles et institutionnelles indispensables au déploiement d'une réflexion éthique ne sont pas toujours réunies. Lorsqu'on dit vouloir la promouvoir, on fait très peu de place à la réflexion éthique sérieuse. Parfois, on l'utilise en aval pour cautionner un système ou une application dont le travail de conception algorithmique est déjà bien élaboré et bien amorcé. Dans de telles situations, il est difficile d'intervenir et de faire ressortir les enjeux et défis qui devront être pris en considération afin de minimiser ou atténuer les risques et leurs impacts sur la société. Et pourtant, c'est en amont que l'éthique trouve toute sa pertinence pour justement soulever les questionnements appropriés et les modalités à mettre en place pour bien agir dans un contexte donné. De plus, les encadrements normatifs de l'intelligence artificielle par des principes souvent qualifiés d'abstraits et difficilement applicables, ce sont des cadres qui mêlent des règles dont la nature et la teneur sont variées, allant de normes souples aux droits durs, de portée sectorielle à générale. Les objectifs de cet outil, tout comme ceux poursuivis par les législateurs, sont divers, parfois contradictoires, entre protection des droits humains et défense du marché, le tout dans un contexte de compétition internationale intense. Il est donc d'autant plus périlleux vouloir présenter une réponse éthique lorsque l'armature et l'espace nécessaires à sa délibération font défaut. Comme l'avait remarqué un de mes collègues, Luc Bégin, philosophe, on voit dans l'éthique un ensemble de règles auxquelles on doit se conformer, et ce qui est grave, c'est qu'on occulte la réflexion sur l'action. Devant une telle dérive, on enlève toute la question de la réflexion sur les raisons d'agir et les justifications à apporter à cet effet qui relèvent effectivement d'une réflexion d'ordre éthique. Parce que la justification sociale, dans le contexte de l'éthique, elle est capitale, elle est au centre de la réflexion et de la délibération éthique. Ainsi, ce que je constate, c'est qu'on met l'éthique à toutes les sauces, car c'est de bon ton, et ça se vend bien aux yeux du public. Ça donne une certaine fausse caution morale, à mon avis. Je sais que mon propos peut paraître déstabilisant, mais pour moi, il me paraissait important de vous faire part de ce premier constat. Deuxième défi ou malaise, on associe souvent l'éthique à la conformité. On parle, par exemple, de conformité éthique des systèmes d'intelligence artificielle, de certificat de conformité éthique. Le terme conformité s'applique à une règle, à une loi, à une norme technique qui doit répondre à certaines exigences comprises dans des protocoles facilement vérifiables. Il ne peut donc être associé à l'appareillage éthique. En éthique, la motivation d'agir ne repose pas, et pour moi c'est l'élément assez important, ne repose pas sur le devoir et les obligations, mais sur l'autonomie, la responsabilité
et le jugement autonome. Elle concerne la valeur visée comme fin à actualiser selon l'action envisagée. Les normes perdent ainsi leur statut d'obligation issues d'une autorité. Elles deviennent, dans le contexte de l'éthique, des guides, hérités de l'agir en fonction de valeurs auxquelles elles se réfèrent comme instance. Selon une chercheuse Tessier dans un article de 2021, elle affirme que les instruments normatifs, les standards comme ceux qu'on retrouve dans le IEEE, comme le P7000 et les suivants qui ont été élaborés, les audits éthiques, par exemple, relèvent essentiellement d'une bonne gestion et de bonnes pratiques et présentent le risque d'être substitués à une véritable réflexion éthique permanente et qui est toujours en chantier. Je ne dis pas que la réflexion éthique est peut-être au début de ces normes, dans la préparation justement des normes à mettre en place, mais on ne peut pas lui accoler sans arrêt cette nomination lorsqu'on est carrément dans un paradigme de conformité. Pour sortir l'éthique de cette vision de conformité qui l'emprisonne et devant le besoin de mettre à l'épreuve les différents cas d'usage à l'aune de la réflexion éthique, il m'apparaît que l'éthique appliquée semble trouver tout son sens pour clarifier les interactions normatives et les justificatifs éthiques. Ce processus délibératif que commande l'éthique appliquée permet de se pencher sur des réalités qui sont complexes, mais aussi concrètes. Foncièrement préoccupés par les valeurs en tension ou en conflit qui tendent à orienter différemment les pratiques ayant cours. Ainsi, en éthique appliquée, le raisonnement ne porte pas sur l'application de la norme, mais sur la décision. C'est la délibération d'agir qui est le cœur du raisonnement pratique. Cette matrice sert de guide, si on veut. Certes, les normes sont évoquées dans la délibération. Elles ne seront toutefois pas abordées à titre d'obligation, mais en tant que guide, pour actualiser les valeurs. La centralité de l'éthique appliquée n'est pas l'obligation morale, mais les valeurs agissantes dans la situation et son processus d'évaluation et la délibération en vue d'une décision. Les valeurs agissantes deviennent en quelque sorte une matrice de sens, idéalement partagée par une communauté de pratiques. Et cette matrice sert de guide, de rappel sur les priorités et le projet de société qui est visé, car au final, le but est de mettre en place, du moins dans le domaine de l'éthique, un meilleur vivre ensemble. Pour nous, les développements de l'intelligence artificielle s'y prêtent très bien et offrent un excellent terrain de mise à l'épreuve. Toutefois, on ne se donne peu ou pas l'occasion de s'y exercer de manière éthique. Ainsi conçue, l'éthique est vue comme un mode de réflexion d'analyse, mais aussi d'intervention. Un autre chercheur faisait la remarque dans les années 2000 en disant que réduire l'éthique à une simple réflexion, à une interrogation ou à un questionnement, c'est la condamner à l'inefficacité. Je pense que vous avez déjà dit ça. Bon, parfait. Et pour qu'une telle conception de l'éthique soit optimale, elle nécessite un engagement qui a avantage à se concrétiser autour d'un débat démocratique et d'une participation citoyenne réelle et non arrangée, qui viserait par exemple à concevoir des approches plus humaines et à prioriser par exemple une conception centrée sur l'utilisateur et l'amélioration de son environnement, et ce afin de maintenir la confiance du public envers ses développements. Une telle conception de l'éthique est-elle possible? Comment concrétiser l'éthique vue en tant que capacité réflexive? Je pense que oui. Même si j'avais un petit propos critique avant de commencer, je vous dis que c'est possible. Sauf qu'on n'a pas la même vitesse d'opération au niveau de l'éthique.
Donc, je pense que oui, en autant qu'on s'en donne la peine, les moyens et aussi les espaces de discussion. Un exemple. Quelles seraient les questions éthiques à se poser lorsqu'une organisation opte pour l'installation d'un agent conversationnel pour un service donné? Un groupe pourrait réfléchir et tenter de répondre à des questions qui, somme toute, sont éthiques. Quelles données sont enregistrées par les agents conversationnels? Sont-elles anonymisées? Voulons-nous prévenir le client qu'il parle avec un agent conversationnel? Si oui, OK. Sinon, pourquoi? Comment mener des audits de comportement des agents conversationnels? Les répliques sélectionnées par les agents conversationnels sont-elles explicables, facilement compréhensibles par l'usager? Y a-t-il des nudges qui sont insérés? Sont-ils tous permis, connus? Au nom de quel principe éthique voulons-nous privilégier ce nouvel outil technique? Améliore-t-on le travail des employés? Si oui, comment? Quels sont les gains? Ou sinon, pourquoi? Ici, c'est vraiment quelques exemples que je vous donne dans lesquels on peut mettre la réflexion éthique en action. Ainsi, divers systèmes peuvent être conçus, par exemple, dans le respect des droits fondamentaux, mais aussi, il faut en être conscient, ils peuvent aussi menacer ces droits. Ils peuvent améliorer le bien-être et abaisser la qualité de vie, réduire les inégalités ou les exacerber, renforcer les capacités humaines et contraindre les choix des individus et des groupes, renforcer la sécurité et ouvrir de nouvelles brèches de sécurité, contribuer à lutter contre le changement climatique et affecter les écosystèmes, l'environnement et le climat. Comme disait un autre chercheur, Tessier, qui nous faisait remarquer, ces termes, poser ces questions, permet de voir les finalités poursuivies et la nécessité d'aller de l'avant ou pas avec un tel système. Le danger est de prendre pour acquis que tout est maîtrisé par le calcul, mais dans la réalité humaine, demain n'est jamais ce qui est aujourd'hui et les calculs ne disent pas vraiment ce qui est acceptable socialement. Cette analyse éthique doit se faire au regard des capacités techniques réelles, afin de distinguer usage et technologie, de mieux regarder les usages qui posent problème et les glissements qui peuvent advenir si on va vers de tels usages. De plus, cela prend un certain courage pour interroger la légitimité de certaines techniques, d'identifier des nouveaux besoins, de questionner l'utilisation des technologies pour traiter des effets de dérive, plutôt que de remédier aux dérives elles-mêmes, et de considérer l'IA pour ce qu'elle peut faire véritablement, sans exagération. L'interpellation éthique vise à mettre en évidence les tensions entre les principes et des valeurs, afin d'être en mesure d'être en capacité de pouvoir les hiérarchiser et les justifier socialement en proposant la meilleure chose à faire selon le contexte. Une telle proposition de conception fait en sorte de placer l'éthique au cœur de la recherche d'ingénierie et voir ce qui est juste et mieux de faire afin de la concevoir véritablement comme une capacité, une compétence réflexive, délibérative en vue de prendre la meilleure décision. Et cette capacité, lorsqu'elle est bien maîtrisée, est accessible à tous. Elle ne doit pas être limitée à un petit groupe d'élus ou l'apanage des philosophes, par exemple. Pour conclure ces quelques observations et en vue de répondre du moins à une des questions soulevées dès le départ, soit quelle est la place de l'éthique et quel est son rôle dans la prise en compte réelle de ce nouveau social algorithmique, je dirais que cette place reste encore à faire et à construire, idéalement avec toutes les parties prenantes impliquées. Elle n'est pas gagnée, car elle doit faire sa place, démontrer son plein potentiel, de même que sa plus-value, sa légitimité et son impact de transformation. Cette recherche de mieux-être et d'amélioration doit être mieux utilisée dans les débats techniques et considérer que le temps de la réflexion n'opère pas à la même vitesse que les paradigmes de calcul qui sont faits. Bien penser demande du temps, mais au final, c'est la société qui en ressort gagnante en n'étant pas dans le prêt à penser éthique, mais dans une démarche
idéalement co-construite. Ainsi, donner une place à l'éthique et en faire un véritable projet de société pourrait contribuer à parler de ce que j'appelle d'un humanisme éthique possible de l'intelligence artificielle. Et je reprends ici les mots d'une philosophe américaine que j'apprécie particulièrement, Martha Nussbaum, qui souligne que l'humanisme souligne la valeur de la dignité humaine, la mise en forme sociale de la préférence et du désir, la liberté d'action des personnes, l'intelligence des émotions, la critique d'une rationalité abstraite. Les humains en société ne sont pas seulement des agents au service d'autres individus pour mettre en œuvre des projets de vie décidés dans les sphères du pouvoir. Chacun mérite d'être considéré comme une fin, une source d'action et de production de valeur, en autant qu'il soit en capacité et en moyen de participer activement à ce nouvel horizon technologique qui prend forme. Cela peut vous paraître légèrement utopiste, mais j'ose souhaiter que cette proposition d'un plus grand humanisme éthique de l'intelligence artificielle s'exprime dans l'établissement de conditions qui fondent justement un monde plus juste et que l'éthique, vue de cette façon-là, puisse être déployée de façon optimale. Eh bien, merci de vous être prêtés à cet exercice et d'être revenus. Je suis particulièrement touchée de vous revoir en si grand nombre. Alors, est-ce qu'on aurait le temps de prendre... J'espère que oui. La présentation que vous avez faite, en tout cas au début, cherchait à opposer une éthique principielle ou celle qui aboutit à des normes, au fond la déontologie, si on reprend Bentham, à l'éthique qui pourrait être développée et que vous avez développée comme une politique. Ma question, c'est, vous vous placez dans un paradigme tout à fait kantien ou néo-kantien, puisque si on prend la citation de Nussbaum, prendre l'autre comme une fin et jamais seulement comme un moyen, et Kant avait déjà clairement opposé le agir selon ce que l'on doit versus agir par devoir, c'est-à-dire se respecter des normes imposées de l'extérieur versus choisir de développer sa propre action. Aujourd'hui, on voit qu'avec l'évolution des technologies, on a un certain nombre de possibilités a priori, c'est l'éthique by design, mais qu'il faut tenir compte de la façon dont la technologie va se développer et dont non seulement elle va échapper à l'ingénieur, mais se développer dans des usages qui sont ceux du public. Donc ma question, c'est comment vous articulez cette réflexion a priori avec l'impossibilité ontologique de voir le développement de la technologie et qui doit inscrire l'éthique et la discussion éthique dans quelque chose de forcément ouvert, pas parce que c'est inutile, mais parce qu'il faut construire une norme évolutive et tenir compte de l'évolution non seulement de la technique, mais des usages qui en sont faits. Et vous ne pouvez pas dissocier une vision politique de cette vision évolutive. Non, en effet. C'est pour ça que ma réflexion elle se poursuit aussi à ce niveau-là, mais la réponse satisfaisante que j'ai trouvée pour répondre à votre question, c'était qu'il y avait un ancrage dans l'éthique appliquée. Pour moi, l'éthique appliquée serait une réponse pour amalgamer justement les évolutions technologiques qui sont faites. Si justement ces deux mondes-là se tendent la main, on le sent dans le discours présentement, dans le domaine de l'intelligence artificielle. On pense que l'éthique est là, qu'elle est insérée, mais moi, je ne la vois pas. Je la vois pas dans les modalités d'action. Je la vois dans le discours, dans l'intention, mais elle n'atterrit pas, à mon avis, dans l'action, du moins de façon optimale. Et je pense que si on prend le chemin du paradigme de l'éthique appliquée concernant des développements qui évoluent à une vitesse folle, qui sont difficiles à suivre aussi, ça m'apparaît le compromis en ce moment. C'est ce que je vois. Parce que je sais qu'avec l'approche principiste, c'est ce qu'on veut faire avec les chartes éthiques. Mais ce qu'on voit en ce moment, il y a des belles chartes, mais
sont-elles formalisées dans les organisations? Sont-elles approuvées? Alors, il y a beaucoup de développeurs, de concepteurs qui ne savent pas quoi faire. Quand on parle avec eux sur ces outils éthiques, ils ne savent pas, par exemple, comment appliquer tel principe. C'est trop abstrait. Ils veulent des questionnements, ils veulent des références, ils veulent que ça soit mis à l'aune du test du réel, en disant qu'est-ce que je fais quand je conçois tel algorithme et que je n'arrive pas justement à atténuer les biais de discrimination, par exemple. Alors, je pense qu'on a encore besoin de développer un corpus de connaissances qui prendrait racine dans le domaine de l'éthique appliquée. On en parlait durant l'alerte de feu, peut-être même créer un registre. On se disait, est-ce qu'il y aurait lieu de regarder ces cas d'usage? Est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce qu'il y a des valeurs agissantes qui reviennent? Comment la décision est prise dans un tel contexte? Parce que l'élément contexte, ce qui se passe ici, par exemple, au Québec avec telle application, peut être vécu différemment dans un autre pays. Alors, c'est un peu ça qui, pour moi, m'apparaît être un compromis actuellement face au développement accéléré de l'intelligence artificielle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mon nom est Charlène. Je suis là à titre d'étudiante en cycle supérieur, mais je travaille comme digital stratégiste. Alors, c'est vraiment une question de profane que je veux vous poser par rapport à l'éthique. C'est qu'en tant que gestionnaire et quelqu'un qui mesure les métriques, c'est surtout la légitimité et le sens du contrôle qui me pose problème. Parce qu'avec toutes les lignes directrices, il y a écoute ce que je dis, mais regarde pas ce que je fais. Puis, ça rentre directement en porte-à-faux déjà avec la collecte des métadonnées, qui n'est pas forcément l'empreinte volontaire que les gens laissent sur la toile. Alors, ma préoccupation, c'est avec toutes ces pertinentes questions d'éthique, quel serait le moyen, sans pour autant jouer à la police, à mettre des îlots et des cellules qui vont accompagner dans l'applicabilité des principes pour garantir la sécurité. C'est sûr que les organisations ont tout un appareillage de normativité, puis ça peut être difficile, par exemple, si par un secteur dans une organisation travaille l'implantation d'un modèle d'intelligence artificielle, comment composer avec les normes générales qu'une organisation a versus un projet spécifique où on intègre une nouvelle technologie qui va avoir des impacts majeurs. Moi, ce que je vois comme étant un élément gagnant, c'est de pas mettre les mains de cette réflexion-là, de pas mettre la réflexion dans les mains de très peu d'individus au sein de l'organisation, mais de créer un espace de discussion légitimé, parce que si on ne le légitime pas au niveau organisationnel, on va fonctionner un peu cas un cas A, et je suis pas sûre que ça soit la bonne façon, du moins qui reflète une démarche rigoureuse éthique. Alors, je pense que ça prend un espace légitimé de discussion et aussi une méthode de principes ou d'outils qui sont adoptés, mais en même temps flexibles, parce qu'il peut y avoir des nouvelles situations qui vont se présenter, et ces nouvelles situations-là vont remettre en question peut-être un principe qui n'était pas assez bien défini, mais que, par exemple, par ce cas qui se présente au sein de l'organisation, peut venir bonifier. Et je crois qu'il faut y aller de cette façon-là présentement, parce qu'on peut pas dire qu'il va y avoir un outil éthique universel. Moi, je n'y crois pas à un outil éthique universel. On sent qu'il y a un certain consensus sur des principes. Ça, on le voit. Par exemple, l'explicabilité, la transparence, etc. Il y a un consensus, il y a un noyau. Mais je pense qu'il faut le décliner, du moins l'étoffer dans le propre de ce que l'organisation met en place ou implémente au sein de ses pratiques. Mais comme gestionnaire, parce que votre préoccupation, c'était ça, comme gestionnaire, je pense que vous avez un rôle de reconnaissance, de mettre en place ces groupes-là qui peuvent avoir la liberté de discuter, de mettre les dilemmes éthiques qui s'y posent et de travailler à les atténuer, du moins, puis à les justifier,
Parce que, comme je disais précédemment, la justification en éthique est un élément capital. Donc, comment on le justifie, comment on le met par écrit, ça peut être une source d'apprentissage par la suite pour les autres équipes qui se mettent en place. Mais je pense qu'il ne faut pas travailler n'importe comment pour légitimer la trajectoire éthique. Merci. Je vous remercie. Peut-être une dernière question, s'il y en a une. Sinon, on va remercier Mme Langlois. Bien, merci beaucoup de votre attention. Bon congrès. Merci.